le contenu éditorial, mais également de cumuler avec la casquette de directrice exécutive. À l'époque, Feu Barbacatori, qui était donc le président, avait décidé de me confier cette double casquette-là, parce que voilà, ce sont les deux faces d'une même pièce, le contenu et les moyens du contenu. Et donc, c'est cette expérience que je pense. Mais si vous permettez, avant de la partager, je vais dire un petit mot pour le sujet qui nous réunit, donc liberté d'information face à la crise économique dans un état de droit. Bon, avant l'intellectuel, je dis l'obligation des mots-clés du sujet que vous avez vous me dites liberté d'information. Deuxième, crise économique. Troisième, état de droit. Je dis les thèmes de souligne. Rien que je souligne doublement, c'est la crise économique. Bon, est-ce que c'est vraiment ça? D'accord. Et on ne peut pas sortir du cadre. Ce qui nous semble, c'est la liberté d'informer. Et le cadre dans lequel nous sommes, nous voulons absolument respecter l'état de droit. Alors, quelques points. Le premier, avant tout, je veux vraiment, et ça c'est la leçon de ceux qui nous ont parlé, dans le Catué, paix à son âme, Feu et Ibrahim Fall, l'acteur aspect de Sud Quotidien, Abdoulaye Gassina, Sylvie et d'autres, qui disaient, mais célébrons-nous, si nous ne faisons pas façon de pouvoir avoir. Et je voudrais rendre hommage à la presse sénégalaise dans l'histoire contemporaine, l'histoire à hauteur de mémoire immédiate de une ou deux générations de journalistes. C'est-à-dire qu'ils sont maintenant 40 ans, de 5 ans à maintenant. C'est-à-dire ce dont nous tous dans la salle ici, nous pouvons nous souvenir collectivement et discuter efficacement. Parler dans ce qui nous concerne des enjeux de construction de notre pays souverain. Malgré les défis, malgré les difficultés, malgré nos insuffisances, la presse de ce pays a contribué et a accompagné la construction du pays. Et ça, je pense que nous devons le dire pour nous-mêmes. Il ne faut pas le faire de l'autosatisfaction, mais je pense qu'il faut se le dire parce qu'il faut pouvoir dire complètement quoi, évidemment. Et en témoigner très rapidement la culture du droit à Saint-Cloud. Aujourd'hui, le Sénégalais, les communautés ont cette culture-là d'écouter la radio, d'aller s'informer de ce qui se passe, bien ou mal, mais quand même. La sécurisation des différents droits politiques, les droits électoraux, etc. Aujourd'hui, c'est dit des alternances, etc. Nous avons été le commissaire autonome, nous avons joué notre rôle, et pas à peu près. La transparence des marchés publics. Moi, nous avons vécu dans notre famille de Sud, et je fais un petit sondage qui, dans ma salle, a entendu parler à l'époque de l'affaire de la lutte de Sud sur la question de la concession de l'État du Sénégal, le monopole du Sud à la compagnie sucrière sénégalaise. Juste lever de main. Qui est au courant de cette histoire? Oui, d'accord. C'est quand même pas beaucoup de monde. Je pense que les écoles de journalisme devraient faire l'effort d'enseigner cette histoire extrêmement récente. C'est nous, c'est nous qui avons mené ce combat. Quand à l'époque, la compagnie sucrière sénégalaise ne pouvait pas produire assez de sucre pour les Sénégalais. Bon, on en trop de sucre, certes, c'est un autre sujet. Mais que la CSS ne pouvait pas produire assez, et les commerçants sénégalais ont dit nous voulons importer, et la compagnie sucrière sénégalaise a dit non, c'est nous qui devons importer. Ils ne pouvaient pas importer assez, et on a découvert, nous, Sud, qu'en fait, c'est la compagnie sucrière sénégalaise qui appartenait à Miran, qui appartient à Miran, avait la concession, donc signée du président Senghor, de non seulement de produire notre sucre, mais également de l'importer. Aucun autre Sénégalais n'avait le droit ni de produire, ni d'importer. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie en termes de souveraineté? C'est quand même extraordinaire. Cette bataille, c'est nous qui l'avons menée. Cette bataille, quand elle a été levée, les gens ont été arrêtés, jetés en prison, et la population est sortie, les commerçants ont fait journée ville morte pour dire mais après tout ces journalistes-là, c'est pas pour eux qui font ça, c'est pour nous. Et les populations sont sorties depuis les Richard-Paul pour arrêter les camions, et on voyait des enfants avec des pancartes avec Sud jusqu'au bout. Cette image, elle est à l'entrée de Sud aujourd'hui, cette histoire. C'est nous, connaissez votre histoire.
La transparence des marchés publics, l'éducation civique, la connaissance d'un pays. Si aujourd'hui, toutes les cartes postales données dans les radios comptent de Tambacounda, les uns et les autres se connaissent, la construction de notre construction nationale, ça passe par nous. Donc voilà, ayons conscience de ce que nous avons. La participation des gens, etc. Donc voilà, ça c'était vraiment un mot pour nous-mêmes. Vraiment, si tu permets, il faudrait qu'on s'applaudisse. Pour arriver à notre sujet, nous sommes tous ici comme des amoureux et des militants de la liberté d'informer. Et là, je m'inscris aujourd'hui dans le propos et l'agenda épelé par vous de Madame ici à ma gauche. L'enjeu et l'urgence, je reformule, corrigeons au besoin. L'enjeu et l'urgence, c'est désormais les moyens économiques de garantir la liberté d'expression. Est-ce que ça représente? La liberté d'expression, on sait tous dans quel terme juridique, on sait tous comment manifester, mais par contre, on ne sait pas comment le garantir économiquement. Or, aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment ça l'enjeu. Alors, attends, je sais un peu, mais encore écouter. Toutefois, la façon de le voir et mon expérience sur le sujet, je vais les partager avec vous. Alors, le sujet n'est pas nouveau, il est vraiment ancien, Mehdi l'a dit. Tous les gens qui ont fait le choix de journalisme. En France, au départ, il y a un petit peu de rêverie, mais personne n'a fait le choix d'être riche. Qui ici a fait le choix de faire une carrière pour devenir riche? Levez la main. Personne. Oui? Ah, ok. C'est ça que nous explique. Alors, mais après la question est, est-ce que tu t'étais pas un peu trompé, hein? Parce que le premier jour, le directeur de mon école m'a dit, si vous pensez être juste dans le journalisme, il faut changer, il faut changer de métier. C'est ça. On ne le croit pas parce que lui, il a sa voix, il voyage tout le temps. Alors, la question de la viabilité économique de la presse dans un état de droit. Dans quel terme on la pose? D'abord, c'est d'accepter, de reconnaître que ce n'est pas une question une fois de temps en temps, c'est une question permanente, éternelle, structurelle, systémique. Je pense qu'en Europe, il y a quelque chose qui s'approche, comme le sang, comme le sucre. Ça m'approche un petit peu. Le fond de la question, c'est en permanence comment s'insérer dans le tissu économique. Fondamentalement, c'est ça. Il faut s'insérer. Voilà, il faut vivre là où il y a de l'argent. La liberté d'expression, ce sont des gens qui la font. Les gens doivent vivre, faire fonctionner, vous imprimer, vous diffuser, tout ça, ça demande de l'argent. L'argent, il faut le prendre là où il est. Or, les journalistes, on n'est pas très bons, on est même assez mauvais en général, à aller savoir où est l'argent et comment le prendre. Pardonnez-moi, je vais reprendre ces personnes, ou si je vous ordonne, et bien discutons-en. Et donc la question est comment s'insérer dans le tissu économique, comment identifier où se trouve l'argent. Et là, vous ne m'entendez pas parce que ça a évolué. Hein. Où se trouve l'argent, c'est ça qui a beaucoup évolué. Donc il y a des évolutions selon les transformations donc, de l'environnement. Et depuis 30-40 ans, nous avons emprunté divers modèles économiques, plus ou moins adaptés, plus ou moins viables, que nous avons appliqués à notre secteur médiatique, avec plus ou moins de bonheur. En général, le bonheur, il faut le dire vite, on n'a pas, tout le monde a souffert. J'entends parler de salaires qui sont pas payés depuis longtemps. Bon, si ça peut vous soulager un peu, moi, au moment de certaines crises, je suis resté un an et demi sans être payé. Pour vous dire simplement que ça n'est pas bon. Donc c'était au moment, à chaque crise, c'est les mêmes symptômes. Alors, dans les modèles, on avait dans les grandes lignes, selon les époques, quand c'était les médias de service public, c'était quoi? C'était le budget de l'État. C'est le budget de l'État qui finançait les médias. Et là, ça posait la question et le défi de la démocratie. Et on a dit, non, ça ne nous suffit pas, on veut plus, c'est mieux. Donc, on
donc les médias privés. Et donc là, le modèle on a voulu ouvrir un modèle emprunté au modèle du marché. On a mal appliqué et les pouvoirs publics n'ont pas voulu jouer le jeu. Je voudrais, pour faire court, pardon, citer une phrase qui m'a profondément choquée, voire fâchée, insultée. Il y a quelques années, quand le précédent directeur général de la RTS s'est mis, il a dit publiquement, donc je le cite, à l'antenne, il dit: je suis fier de dire que nous, la RTS, aujourd'hui, nous avons rappelé 70% de l'assiette publicitaire. Et je suis fier de vous dire que nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons continuer pour contrôler le tout. C'était particulièrement irresponsable dans un pays, une démocratie qui se construit. Donc ça veut dire que c'est simplement les pouvoirs publics qui ne jouaient pas leur jeu de mettre tout le monde autour de la table pour dire comment on fait cohabiter un secteur dans ces différents segments et comment on les fait vivre. Après, il y a également les médias communautaires qui sont un autre modèle, plus ou moins copié de l'extérieur, mais ailleurs dans le monde, les médias communautaires ont fait quelque chose. Tout à l'heure, en présentant les parties de la vie qui est très connue, c'est que j'ai été la secrétaire générale de l'Association mondiale de la vie communautaire pendant de longues années, c'est ce qui a l'étranger. Ailleurs, ce sont les communautés qui font vivre les radios communautaires. Et ici, vos communautés sont économiquement assez faibles. À partir de ce moment-là, elles trouvent d'autres moyens de financement. Notre loi n'est absolument pas adaptée à cette réalité-là. Et pourtant, elles font ce qu'elles veulent. Donc, ça reste à faire également. Et puis, sont arrivés les médias en ligne. Et tout ça, à un moment donné, était confronté à qu'est-ce qu'on fait pour faire vivre ces entreprises. Ce sont des entreprises. Il y a eu donc le code de la presse qui est encore en vigueur, qui a tenté d'eux, et qui pour le moment s'est laissé dépasser. Donc, je vais pas en profondeur, la discussion nous permettra d'y aller, mais c'est juste pour dire que fondamentalement, nous n'avons pas encore le modèle. En tant qu'il n'y a pas de modèle adapté, pardonnez-moi, encore une fois, je ne veux pas, mon objectif n'est pas de penser, mais de poser le sujet. Soit on continue de chercher, soit on tombe inévitablement, pas juste nous de la presse, mais tous les secteurs sont ainsi faits, on tombe dans un modèle de corruption. C'est inévitable, inéluctable. Et donc, voilà le danger un des sujets. Donc, la question est où faut-il aller le chercher? Et avec aujourd'hui la situation de la mondialisation, l'avènement de l'Internet, les GAFA, la nouvelle économie, voici le nouveau contexte, la nouvelle source d'argent avec laquelle il faut travailler. Et demain, on va finir ça par ça. Or, nous sommes restés dans des schémas un peu dépassés. Et je terminais en disant que ça, c'est dans quel tissu est-ce qu'il faut s'insérer. Et après, s'insérer dans le tissu, ça demande bien plus que ça. Ça va demander de connaître ces tissus, de le connaître vraiment, jusqu'à des qui contrôlent les algorithmes de son secteur. Et ça va demander de s'insérer, de créer des chaînes de valeur au Sénégal nous-mêmes. Nous n'avons pas véritablement une chaîne de valeur de l'économie des médias. C'est à construire. Depuis les plateformes, les rédacteurs, les illustrateurs, les créateurs de contenu, élargir la publicité, les projets de loi qui sont là, tout ça est à intégrer pour créer une véritable économie. Pour le moment, en réalité, je pense que les termes du débat sont un peu trop en termes de qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort de nos caisses. Or, c'est très insuffisant. Ce qu'il nous faut, c'est construire une industrie, une économie. Et enfin, une culture de la gestion des entreprises, commencée par les managers qui, pendant longtemps, ont été formés plus des journalistes, et c'est tout à leur honneur, mais les managers, les employés, les journalistes devraient pouvoir entrer aussi dans une culture parce qu'on devrait penser et discuter des modèles de propriété nouveaux qui font qu'ils participeront à la gestion. Et que ne soient pas simplement des victimes qui découvrent à un moment donné qu'ils ne peuvent pas recevoir leur salaire et qu'ils puissent
des années, si vous cherchez dans les archives de Sud, dans les archives de Sud, j'ai toujours signé Safi. Il n'y a pas de Sophie, c'est Safi qui est signé. Merci beaucoup pour la précision. Merci également pour le rappel historique. Et comme vous l'avez dit, il est nécessaire d'enseigner encore une fois l'histoire des médias, l'histoire également de ces quotidiens ou bien de ces groupes de presse comme Sud Quotidien ou Walfadjri dans nos écoles de formation. Parce que vous avez eu à rappeler un point très important, c'est le rôle de la presse, en parlant de l'exemple donc de la compagnie sucrière sénégalaise. Malheureusement, ce sont des actions qui sont souvent reléguées au second plan au Sénégal. On se limite tout simplement à certains faits, alors que la presse, depuis, disons, pas sa création, mais depuis qu'on a une presse au Sénégal, depuis qu'il y ait également une démocratie, bien une libéralisation de la presse ici au Sénégal, des actions bien concrètes ont été posées par les acteurs, que ce soit Babacar Touré que vous avez cité tout à l'heure, mais aussi les autres, Sidi Lamine Niasse, entre autres. Donc il est très bien de le rappeler, et ça également c'est la mission de la Convention des jeunes reporters à travers les écoles de la Convention, d'inviter les anciens pour permettre à Sophie Sow, à Matar Sall, entre autres, d'échanger avec les reporters pour qu'ils puissent comprendre réellement l'historique de ce secteur qui est très important, qui est le secteur des médias. Alors nous allons revenir tout à l'heure avec Sophie Sow, bien sûr avec vos interventions. Mais avant cela, nous allons donner la parole à Matar Sall. Matar Sall, nous l'avons dit, qui est le directeur de cabinet du président du CNRA, mais qui a été porté à la tête il y a quelques semaines. Il a remplacé Birahim Seck, qui a été un partenaire de la Convention. Matar également reste un partenaire de la Convention. Nous avons fait le tour du Sénégal pour renforcer les capacités des reporters, pour préparer les élections, que ce soit présidentielles, les élections des députés. Et c'est quelqu'un également qui a contribué dans tous les combats qui ont été menés, dans toutes les activités menées également par la corporation. On peut parler des assises des médias. Pendant presque 2 ans, il était avec nous. Donc, du code de la presse à la loi d'accès à l'information, je peux même dire du code de la publicité qui a été adopté avant-hier en Conseil des ministres. Donc, il a été au cœur de toutes ces discussions. Alors, Matar, je voudrais maintenant savoir comment garantir l'indépendance des médias en période de crise. Voilà, merci monsieur le modérateur. Permettez-moi vraiment de saluer tous les participants. Et d'abord, de commencer par vraiment féliciter la Convention des jeunes reporters pour cette excellente initiative. J'ai l'habitude de le dire, de par la dénomination, on considère que c'est des jeunes, et de par les actions, vraiment c'est des grands. Vraiment, donc là, il faut vous féliciter, et à travers donc, vous féliciter votre partenaire, la fondation qui a permis donc vraiment l'organisation de panel ou bien de cet atelier très important. Peut-être, si vous me permettez en 1 minute de faire peut-être une petite sortie de piste, mais c'est constructif, non? Parce que là aussi peut-être c'est lié à la pratique administrative. Et comme il l'a dit, je suis un partenaire de la Convention. Je prends donc vraiment ce rôle de partenaire, mais également ce rôle de conseil pour me permettre cela. À l'ouverture, quand même, j'ai trouvé qu'il y avait les règles du protocole qui n'étaient pas respectées. Donc vraiment, je dis parce que je suis un partenaire, je suis un conseil. Et là aussi, comme tout le monde est là, c'est pour permettre à tous ceux qui sont là aussi de pouvoir corriger et d'avoir vraiment le bon comportement dans l'avenir. Vous avez le ministère de la Communication, donc vraiment dans un panel, et le ministère devrait parler en dernier et prononcer le mot d'ouverture. Mais donc on ne peut pas commencer par le ministère. N'est-ce pas? Donc vraiment c'était important parce que sur les règles de procédure, je suis très regardant. Je suis très regardant. Je donne un petit exemple. Il m'est arrivé de participer à une mission à l'étranger pour représenter le CNRA parce que donc, les organes de régulation sont dans des réseaux. N'est-ce pas? Donc il y a le VIAS, il y a la plateforme des régulateurs de l'UEMOA, il y a le REFRAM. Je suis parti, je suis le représentant officiel donc, du Sénégal côté régulation.
Je viens là pour tous les présidents et chefs de délégation, donc là, des véhicules sont mis à disposition. Je viens donc là, ils mettent à la disposition de tous les autres présidents et chefs de délégation des véhicules qui sont différents de celui qui est mis à la disposition du Sénégal. Là, j'ai dit, parce que, c'est vrai, c'était vraiment de très belles voitures pour les autres présidents. Peut-être ils considèrent que moi, je ne suis pas président. Ils ont pensé que je ne suis pas président, je ne devrais pas avoir le même traitement. Mais moi, je ne regarde pas le côté président, je regarde le côté pays, le côté instance de régulation. Je viens ici, donc au chauffeur, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de cette mission, enlever le drapeau du Sénégal de ce véhicule. Enlever le drapeau du Sénégal de ce véhicule. Et par conséquent, faites comme si le Sénégal ne participe pas à cette session. Parce que quand même, il s'agit de véritablement faire respecter son pays. Parce que ces règles, vraiment, je ne valide pas, donc là, je suis intransigeant. Également, sur le territoire sénégalais, je donne un autre exemple. Je suis donc vraiment à une rencontre organisée par le ministère de l'Intérieur, c'est dans le cadre du processus électoral. Il y a les OGE. Les OGE, c'est les organes de gestion des élections. Il y a la Sénat, il y a la DG, il y a le CNRA. Je viens donc dans une rencontre, là, ils mettent au présidium Sénat ministère. Et le CNRA était prévu pour être dans le groupe des partis politiques. Je viens, j'ai dit, c'est quoi, quelles sont les dispositions? Il dit que non, le CNRA n'est pas prévu de l'autre côté. J'ai dit, dans ce cas, le CNRA ne prend pas part à cette rencontre. Et heureusement, le DGE, d'abord, était en train de suivre quand je discutais avec le protocole. Il n'y avait rien de... Je n'ai pas haussé le ton, mais donc là, je parlais et certainement, peut-être qu'il a flairé quelque chose, il vient, il parle avec le protocole. C'est quoi? Donc là, il dit la situation. Je le DGE qui est venu vers moi pour me dire, monsieur Talon, nous nous excusons. Vraiment, c'est une erreur de protocole et on va corriger. C'est pas donc vraiment, c'est pour dire que sur ces points, sincèrement, c'est important. Pardon, c'était vraiment une petite digression et je pense que c'est constructif. Hein? Voilà, donc vraiment c'était ça. Maintenant, pour revenir au panel, comment garantir l'indépendance des médias dans un contexte de crise économique? Avant de répondre à cette question, je vais d'abord commencer par dire que, encore une fois, l'indépendance des médias trouve donc vraiment sa source de la liberté d'expression et notamment de son corollaire, le pluralisme médiatique. Parce qu'avant la période du pluralisme médiatique, peut-être qu'on ne pouvait pas parler d'indépendance des médias comme aujourd'hui. Par exemple, au temps où il y avait le parti unique, il y avait même donc vraiment encore une fois les responsables des médias qui participaient aux réunions des bureaux politiques, qui étaient membres donc vraiment des bureaux politiques, et par conséquent, on ne pouvait pas parler pendant cette période, par exemple, d'indépendance des médias. Maintenant, avec le pluralisme médiatique, avec l'ouverture du secteur, n'est-ce pas, aux acteurs privés et autres, il y a une indépendance, n'est-ce pas, médiatique. Par exemple, d'où, pour montrer l'importance de cette indépendance médiatique, c'est que cette indépendance médiatique, quel que soit le contexte, quelles que soient donc vraiment les difficultés, quelles que soient vraiment les raisons qu'on pourrait évoquer, ça devrait en principe être toujours observé. Même en période, donc là, dans le principe, l'indépendance médiatique, ça doit être observé, ça doit être respecté. Ça doit être par le journaliste lui-même, c'est-à-dire les professionnels des médias, ça doit l'être par les promoteurs, donc le CDC est là, mais également ça doit l'être par les pouvoirs publics. Tout le monde a une obligation de respecter l'indépendance médiatique, vraiment des médias ou bien l'indépendance du pouvoir médiatique. Donc là, je parle vraiment par les professionnels des médias. Si vous regardez le code de la presse, il y a plusieurs dispositions qui disent que le professionnel des médias doit respecter donc vraiment l'indépendance des médias. Par exemple, il est dit donc, dans le code de la presse, le journaliste et le technicien des médias ont le droit de refuser d'accomplir tout acte et en particulier de refuser d'exprimer une opinion contraire aux règles de leur profession. Donc là, c'est un élément
qui montre que vraiment il faut faire respecter, il faut veiller, il faut tenir à ce que l'indépendance des médias vraiment soit respectée. Donc là, nous dit, donc vraiment, et en particulier de refuser d'exprimer une opinion contraire aux règles de leur profession ou à la clause de conscience. Ils ne doivent encourir aucune sanction du fait de leur, n'est-ce pas, refus. Vous pouvez refuser. Mamadou Ibrahim, c'est le promoteur de votre entreprise de presse. Il vient, il vous donne un ordre qui n'est pas vraiment, encore une fois, un ordre qui va dans le sens de respecter les règles d'éthique et de déontologie. Là, vous pouvez invoquer la clause de conscience, vous pouvez même refuser. Et là, le code dit que donc là, pour ce refus, vous ne devrez pas pouvoir faire l'objet de sanctions de part votre supérieur. C'est pas tout comme il est dit aussi le journaliste et les techniciens des médias ont le droit de refuser toute directive et toute subordination contraire à la ligne éditoriale de l'entreprise de presse dans laquelle ils exercent. Effectivement, ce n'est pas parce qu'il y a des contraintes économiques que vraiment votre employeur va venir vous dire vraiment prenez le contre-pied de tout ce qu'il y avait comme règle ici établie, n'est-ce pas? Donc là, vous pouvez refuser, et effectivement, donc c'est pour dire que la loi vous garantit de ce point de vue. Il y a plusieurs autres dispositions. On a le droit de refuser de bénéficier on a le droit donc, de bénéficier au moins de conditions de travail garanties par la convention collective, y compris le droit d'avoir, sans encourir de préjudice personnel, une activité au sein des organisations professionnelles. Tout cela, c'est dans le sens de l'indépendance toujours, donc vraiment des médias. Tout comme il est dit, les journalistes et les techniciens doivent collecter et traiter l'information en toute honnêteté et en toute impartialité. Vraiment, il y a plusieurs dispositions, on ne va pas donc vraiment lister, donc vraiment bien lire toutes les dispositions. C'est pour dire que les professionnels des médias sont tenus de respecter le principe d'indépendance des médias. Et là également, ce respect du principe d'indépendance des médias incombe également aux promoteurs, c'est-à-dire le propriétaire entre guillemets. Aujourd'hui, effectivement, donc là, il faut dire que de par la réglementation, le promoteur des médias doit aussi respecter l'indépendance des médias. Donc, de ce point de vue, j'utiliserai un peu le cahier des charges, par exemple, qui s'applique aux médias audiovisuels. Il dit que, donc, les jours, donc là, le cahier des charges dit que le concessionnaire doit veiller à ce que les émissions qu'il diffuse soient réalisées dans les conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts de ses actionnaires et ou dirigeants et vis-à-vis de tout groupement économique ou courant politique. Donc là, et il doit veiller aussi à ce que les journalistes intervenant dans les émissions d'information ne fassent valoir des idées partisanes. Il doit veiller à ce que la chaîne de télévision ou bien de radio ne soit utilisée à des fins de propagande pour vendre l'image de son ou de ses promoteurs ou pour mettre en avant les intérêts de ce dernier. Vraiment, c'est pour dire que vraiment, même le promoteur doit respecter cela. Également, c'est valable pour les pouvoirs publics, notamment l'État. Le respect de l'indépendance des médias par les pouvoirs publics, par l'État. Selon l'article 59 du Code de la presse, il dit, donc là, l'État et les collectivités territoriales et toute personne morale de droit public favorisent l'exercice du droit d'être informé, d'accéder aux sources et aux moyens d'information et la liberté d'informer, en particulier aux entreprises. Là, il dit favorise. Ce qui fait que quand on répondra à la question même, donc on dira est-ce que l'État n'est pas fautif quelque part? On reviendra sur cela. Parce qu'effectivement, la loi dit que c'est à l'État de favoriser. On reviendra sur cela. La loi consacre déjà l'entrave même à la liberté de presse en délit et prévoit des peines lourdes pour les auteurs des idées. Donc là, il dit l'entrave. Maintenant, le code nous définit ce qu'est l'entrave, donc vraiment à la liberté de la presse. L'article 196 nous dit constitue un délit d'entrave à la liberté de la presse et de la communication tout fait ou action de nature à empêcher l'impression ou la libre circulation de la presse ou à empêcher le journaliste d'exercer librement son activité. À travers cette définition, est-ce que le non-versement du fonds d'appui pendant 2 ou 3 ans ne constitue pas une entrave à la liberté de la presse? On va revenir sur tout cela, quand on parlera des aspects économiques, mais le code
nous définit, parce que, encore une fois, c'est le caractère légal. La loi nous dit qu'est-ce qu'il faut entendre par entrave. Entrave, ça ne signifie pas que vous mettez seulement donc, les forces de l'ordre devant pour empêcher. Non, il dit constitue un délit d'entrave à la liberté de la presse et de la communication, tout fait ou action de nature à empêcher l'impression ou la libre circulation de la presse. Et le code même prévoit des peines, y compris des peines privatives de liberté, surtout quand c'est accompagné de violence. Donc, il y a quelques années, on a entendu un préfet ou bien un sous-préfet qui gazait les quais. Donc là, c'est des éléments, effectivement, donc là, mais bon, aussi, il faut le dire, au Sénégal, on n'a pas la culture de saisir les juridictions. Parce qu'il y a de ces choses, vraiment, ce sont les tribunaux qui pourraient véritablement donc donner des éléments qui permettent de mettre un terme à certaines violations. Exemple, aujourd'hui, dans l'actualité récente, c'était la coupure du signal de deux télévisions. Je ne sais pas si donc vraiment les télévisions concernées ont saisi les juridictions ou non, mais donc vraiment c'est cela parce que tout se fait conformément à la loi. Si la loi dit que c'est ça, donc là il faut, si vous pensez que ce n'est pas respecté, c'est à vous véritablement de provoquer une décision. En quoi faisant, n'est-ce pas? Donc là, vraiment en saisissant les juridictions. Pas malheureusement, donc là il faut dire que peut-être on n'a pas cette culture-là. Là, par exemple, pour le délit d'entrave, selon l'article 197, lorsque l'entrave à la liberté de la presse et de la communication est exercée avec violence sur le journaliste, le technicien des médias ou contre l'entreprise de presse, les dispositions du Code général relatives aux violences volontaires, destruction et dégradation sont applicables. Alors que là, il peut y avoir même des peines privatives de liberté. Quelle que soit la personne qui aurait été à l'origine vraiment de cette entrave-là, il y a possibilité véritablement. Maintenant, la réponse, donc, comme je disais, comment garantir l'indépendance des médias dans un contexte de crise économique? La réponse, c'est que, effectivement, même dans un contexte de crise économique, en principe, l'indépendance des médias est garantie. C'est cela parce que, comme on a dit, c'est une obligation pour le professionnel, c'est une obligation pour l'entreprise de presse, c'est une obligation pour les médias de veiller à ce que donc, vraiment cette liberté, cette indépendance-là soit garantie. Là, effectivement, dans une période de contexte, vous l'avez dit, dans une période donc, vraiment de difficulté économique, les tentatives sont nombreuses. Parce que vous n'avez pas de quoi payer votre employé ou bien votre salarié, est-ce que. Donc, d'où, pour répondre donc, vraiment à cette question, moi je peux donner deux éléments. Premier élément, c'est vraiment du côté des professionnels des médias, des promoteurs, c'est-à-dire les entreprises de presse, les promoteurs. Il faut vraiment penser à un nouveau modèle économique. Pour penser à un nouveau modèle économique, il faut penser véritablement à créer les conditions d'une viabilité de votre entreprise. Donc là, parce que si cela est pris en charge, là, peut-être même s'il y a une situation de crise, ça serait moins ressenti. Ou bien donc là, on pourrait même donc vraiment être épargné d'une certaine situation de crise parce que nous avions véritablement un bon modèle économique et ça nous permet vraiment encore une fois d'amoindrir les choses. Le deuxième élément, c'est surtout le fonds d'appui. C'est du côté de l'État. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il faut le dire, le fonds d'appui et de développement de la presse. C'est ça l'appellation. Donc là, je dirais que en période de difficulté économique, d'abord avant même de revenir sur le fonds, l'État doit trouver les moyens d'accompagner donc vraiment les secteurs qui sont en difficulté parce que les secteurs névralgiques, ce sont des secteurs importants de l'État. Tous les médias ont une vision. Et l'article 59, comme je disais, que l'État favorise. Voilà, vraiment dans une situation comme aujourd'hui, celle que connaît la presse du Sénégal, l'État devrait pouvoir donc, véritablement accompagner, devrait pouvoir donc, vraiment trouver une solution pour que les médias sortent de cette difficulté. Donc là, on a dit, on évoque du côté de l'État le fonds d'appui, mais également les conventions que l'État devrait signer avec les entreprises de presse.
Ça pouvait être une bouffée d'oxygène pour les médias qui sont dans des difficultés. N'est-ce pas? Mais on a constaté que le fonds n'a pas été versé l'année passée, ce ne l'est pas encore cette année. Les conventions, n'est-ce pas, ont été donc vraiment rompues. Par exemple, il y a quelques mois, même si on se souvient, il y a quelques jours, je pense que la LONASE avait signé avec TFM, vous avez vu finalement, donc vraiment, ce qui en est suivi. Donc c'est pour dire que vraiment, de ce point de vue, effectivement, il est attendu de l'État qu'il revoie surtout, encore une fois, le fonds d'appui, le mécanisme de financement. Donc là, le constat est que le fonds d'appui ne répond pas à sa véritable vocation. Dans l'esprit comme dans la lettre, le fonds ne devrait pas être comme l'ancienne aide à la presse. Aujourd'hui, le fonds est comme l'ancienne aide à la presse. Parce que le fonds, ça ne devrait pas être donc vraiment une subvention de 100 000, de 1 million qu'on donne donc vraiment aux entreprises de presse. De fait, donc vraiment, même les dispositions du code. Donc là, il est dit à l'article 46 du code, le fonds a pour mission de soutenir l'entreprise de presse en matière d'investissement. C'est clairement dit. Entre parenthèses, il dit financement de projets de développement ou de modernisation des entreprises de presse. Le fonds aussi devrait servir de garantie pour les prêts bancaires. Aujourd'hui, peut-être Valé est là, il représente le ministère, ce n'est pas le fonds tel que prévu pour être distribué cette année qui prend en charge ce que la loi prévoit. Parce que la loi nous dit qu'effectivement, ça devrait servir pour le développement des entreprises de presse. Donc là, il dit de soutenir l'entreprise de presse en matière d'investissement, de servir de garantie pour les prêts bancaires, de soutenir toute initiative en faveur du média, mais également d'aider les entreprises de presse à consolider les emplois. Aujourd'hui, avec les pertes d'emploi, n'est-ce pas, avec les menaces de perte d'emploi, normalement le fonds devrait donc véritablement permettre de trouver une solution à ces problèmes majeurs. Peut-être pour terminer rapidement, bien pour finir, deux recommandations comme je disais. Vraiment, aux entreprises de presse, comme je disais, il faut revoir le modèle économique. Il faut donc là pour garantir une viabilité économique. À l'État, il faut faire jouer au fonds d'appui et de développement de la presse sa véritable vocation. Voilà donc, monsieur le modérateur, les quelques propositions vraiment qui sont soumises à l'attention de tout le monde. Merci beaucoup, Président Matar, pour cette présentation. Merci d'avoir passé au crible, disons, tous ces problèmes que nous rencontrons au quotidien, parce que vous avez évoqué plusieurs points, les dispositions qui encadrent la profession, et c'est clair, et c'est connu de tous.